Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédago Flash. Alors j'accueille aujourd'hui Flavien Bassenet. Alors Flavien, bonjour Flavien déjà. Bonjour. Alors je voulais te faire intervenir aujourd'hui au Pédago Flash d'IMTBS, puisqu'en fait donc j'ai participé finalement durant le Faculty Day, j'ai participé donc à un de tes ateliers finalement sur la chaire d'enseignement que tu as montée. Enfin c'était finalement un atelier dans lequel tu expliquais comment tu avais ton expérience par rapport à cette chaire d'enseignement, et j'étais vraiment intéressé, je trouvais ça vraiment passionnant et je voulais que tu viennes ici en parler un petit peu plus à fond, enfin même si on va pas forcément faire trop long non plus, mais voilà, que tu répondes peut-être à quelques interrogations que j'avais, puis voilà, on va pouvoir échanger au fur et à mesure. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît, Fabien. Bien sûr, merci Julien. Moi je suis maître de conférences en entrepreneuriat et en stratégie à l'école depuis maintenant quelques années. Je dirige plusieurs programmes de dernière année, des Master 2, Master spécialisé, ingénierie d'affaires internationale, et aussi le programme d'entrepreneuriat qui s'appelle ID, Innovation Design et Entrepreneuriat Engagé. Et je m'intéresse depuis longtemps à l'innovation pédagogique, donc je travaille sur plein d'essais pédagogiques depuis longtemps, et notamment des essais pédagogiques interdisciplinaires qui mêlent des ingénieurs, des managers qui sont les couleurs des écoles, mais aussi des designers. Puisque les trois composantes sont essentielles dans des projets entrepreneuriaux. Je suis titulaire de la chaire Inventivité Digitale dont on va parler, je crois, tous les deux. Tout à fait. Et puis, j'ai monté quelques boîtes et j'étais ingénieur d'affaires. Voilà. J'ai une vie dans le privé avant d'être enseignant-chercheur. Alors, pour parler effectivement du sujet qui nous intéresse, tu as pris cette initiative de monter une chaire donc liée à la pédagogie. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une chaire entre guillemets de pédagogie, parce que on a plutôt l'habitude d'entendre parler de chaire de recherche, plutôt d'enseignement, de recherche, etc. Mais là, c'est vraiment lié vraiment sur le côté de l'enseignement, de la pédagogie. Voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu les différences par rapport aux chaires classiques ? Ouais, la chaire d'enseignement, elle se porte vraiment sur la question de l'innovation pédagogique. L'objectif, c'est bien de co-créer des nouvelles initiatives sur des thèmes donnés, de compétences à développer. Alors à la fois pour les étudiants, évidemment, mais aussi pour les entreprises avec qui on peut travailler, donc les entreprises partenaires sur le sujet. Et donc l'idée, c'est bien d'arriver à créer des programmes d'enseignement, des modules pédagogiques, des initiatives, des essais, avec beaucoup de test and learn pour monter des programmes sur le sujet. Voilà. D'accord, très bien. Et pour être très concret du coup par rapport à cette chaire-là, donc c'est une chaire qui a 10 ans à peu près, c'est ça en gros ? Elle a été créée en 2018. 2018, ah oui d'accord, c'est un peu plus récent. Et donc alors d'après ce que je vois, donc effectivement c'est au travers de cette chaire que le master ID a été créé. Il y a eu également programme Défi Entreprise, il y a eu des MOOC. Alors est-ce que tu peux nous donner justement des exemples assez concrets de choses qui ont été réalisées au travers de cette chaire, peut-être qui te semblent emblématiques ? Alors peut-être repositionner la chaire au début. Pour démarrer, donc la chaire Inventivité Digitale, c'est une chaire d'enseignement qui est dédiée à la créativité numérique. Donc c'est ça le déclencheur, le point initial, donc la thématique de la chaire, qui a été créée par l'Institut Mines Télécom Business School en partenariat avec Télécom Sud Paris, avec l'ESAT de Reims, donc l'école de design et école d'ingénieurs, qui a été soutenue par Davidson Consulting et puis par deux centres de créativité numérique qui sont Siana et le Cube Garges, qui sont un peu ceux qui ont créé la chaire. On l'a créé tous ensemble, et puis porté par la Fondation Mines Télécom. Et donc les actions de la chaire, ça visait à participer à la formation des managers et des ingénieurs et designers, du coup, qui sont rentrés aussi dans la boucle, pour développer des compétences de créativité. Et donc pourquoi l'origine de cette chaire ? En fait, la question initiale, c'était que dans les programmes entrepreneuriaux, hackathon, challenge projet d'entreprendre, je crois qu'il y avait un épisode il n'y a pas très longtemps avec Sébastien Coé, on s'est aperçu qu'assez rapidement, les projets qui étaient proposés manquaient beaucoup d'axes originaux, ça manquait, déjà c'était pas très varié, c'était un peu tout sur les mêmes thèmes et thématiques, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de différenciation entre les projets, et les regards des étudiants étaient assez limités. Et donc on posé la question de se dire, est-ce qu'on peut arriver à développer leurs compétences créatives pour hacker des problèmes un peu plus ambitieux et trouver des façons de les résoudre. Okay. Et donc la première question qu'on s'est posée, c'est déjà, est-ce que ça s'enseigne ? Est-ce que c'est une compétence qu'on peut développer ? Et puis après, comment on le fait concrètement au quotidien ? Donc c'était bien ça l'objectif de la chaire au début. Et donc cette chaire m'a permis moi en fait de rassembler plein d'initiatives que j'avais déjà lancées au préalable pour une partie d'entre elles. Et c'était un peu une espèce de véhicule qui permettait de rassembler tous ces programmes. Et donc tu en as cité quelques-uns. Donc il y a bien effectivement un programme long, qui est un programme de dernière année de Master 2, qui est le programme ID, Innovation, Design, Entrepreneuriat Engagé,
Donc là, qui est vraiment une méthodologie particulière sur une année complète. Et donc ça, c'est issu de plein d'essais qu'on a fait au préalable avec Olaf Avenatti, avec qui je travaille de l'ESAT de Reims, avec Pierre-Antoine Chardel de l'école, et avec Jamel Belaïd, Télécom Sud Paris. Et donc on travaille sur un programme FIRST pendant près de 15 ans, qui est un programme entrepreneurial interdisciplinaire déjà. On a fait plein d'essais pédagogiques sur des programmes relativement courts de 6 mois. Et donc là, on s'est dit qu'on peut peut-être monter un programme plus long. Donc c'est ce qu'on appelle un MSc, finalement, c'est ça ou non, là, un c'est MS vraiment un Master 2. Master 2, d'accord. Association de dernière année. Très bien. Qui réunit ces 3 populations-là. Ok. Et donc là, sur un programme long, on s'est posé la question de comment on accompagne, en partant du mode projet, d'un projet fil rouge, comment on vient plugger par-dessus de l'apprentissage et des connaissances, en rajoutant les cours selon l'avancée de leur projet. Donc c'est facile à faire sur un petit hackathon de 3 jours. En fait, sur un programme d'une année, c'est un peu plus dur de réfléchir sur le puzzle pédagogique, quoi. C'est 20 étudiants, c'est ça, je crois? C'est 20 étudiants, d'accord, et qui sont effectivement issus d'écoles d'ingénieurs, de management ou de design. Ok, super. Donc ces 20 étudiants-là participent à tout le reste des actions de la chaire ou pas forcément? Non, pas forcément. Donc là, eux, ils sont vraiment dans ce programme-là. Ouais. Dans la chaire, on a développé aussi des modules pédagogiques. Donc dans le temps de la licence de la chaire, il y en a eu plein. On a développé une semaine de la créativité, qui était une semaine inspirée du challenge projet d'entreprendre, qui était orientée sur la partie plutôt inventivité, donc vraiment le préalable un peu à l'entrepreneuriat. Et donc là, l'idée, c'était pendant une semaine de réunir 550 étudiants, ingénieurs, managers et designers, sur un hackathon d'une semaine complète, avec à la fois on faisait des expos numériques, des concerts pour leur ouvrir un peu l'esprit, ils avaient des conférences inspirantes, ils travaillaient sur des méthodes pédagogiques qu'on a développées dans le cadre de la chaire, qui sont des méthodes autour du design fiction. Donc comment on allie le design thinking avec la science-fiction. Donc on mélange ces deux apports-là sur ces nouvelles méthodes pédagogiques. On a développé un escape game physique qu'on a joué dans 20 salles en parallèle, sur les grands inventeurs et les grandes inventions, considérant que s'ils savaient d'où ils venaient, ils pouvaient se projeter plus facilement sur les grandes inventions. Et puis on a développé aussi dans le cadre de la chaire des défis entreprises. Donc là l'idée est un peu dans le même ordre, c'est un peu la même façon de faire, mais là on travaille avec des entreprises partenaires qui viennent nous poser des problématiques du quotidien. Et avec ces étudiants, on se met en posture de consultant, accompagné par les managers de l'entreprise, et on travaille main dans la main avec des méthodes itératives pour arriver à sortir de nouveaux produits ou services. D'accord. Et ce défi entreprise, il est destiné à quels étudiants? Parce que j'imagine que c'est peut-être pas non plus les 500 que tu as durant la semaine de la créativité. Non, tout à fait, tu as raison. Les défis entreprises, là, ils sont installés, ils sont intégrés au sein des programmes de dernière année. Donc là, c'est les étudiants des masters ingénierie d'affaires internationales. Donc je dirigeais, donc c'était facile pour les mettre en place. Et ceux d'idées, évidemment, avec qui on développe ça. Ok, mais c'est vrai que la semaine de la créativité, ça me fait penser un petit peu, tu disais qu'on avait interviewé Sébastien Coe, effectivement, où là c'est des projets entreprendre. En fait, le point commun, c'est que c'est avec les étudiants, également les étudiants ingénieurs, en fait, les étudiants d'IMTBS et les étudiants de TSP qui travaillent de concert. Donc avec cette idée d'hybridation des compétences, et je trouve ça intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait forcément cette hybridation également dans la semaine de la créativité, donc c'est super d'avoir cette info-là. Et ok, très bien, donc 500 personnes donc, qui sont, ça doit être un sacré travail aussi, même pour toi, entre guillemets, ça a dû être un sacré défi. C'est pas facile à mettre en place, on n'a pas forcément les moyens dans l'école de pouvoir organiser des choses aussi volumineuses, donc ouais, c'était pas mal d'engagement. Et donc ça venait effectivement juste avant le challenge projet entreprendre, donc nous on n'avait pas la limitation que eux ont de trouver un business, un modèle d'affaires à la fin, de se projeter dans une vraie création d'entreprise. On était sur la partie inventivité. Donc on permettait de faire des choses un peu plus créa, des rendus d'ailleurs un peu plus originaux avec des modes de théâtre, enfin voilà, des choses un peu intéressantes pour changer. Alors quand tu parles au passé, ça veut dire que actuellement la semaine de la créativité n'est plus en cours, ou est-ce qu'elle est encore en cours finalement à l'école? Alors non, on l'a arrêté cette année. D'accord. On en a extrait les méthodes de design fiction maintenant qu'on réinjecte dans certains cours que j'ai repris notamment en deuxième année. D'accord, très bien. Ces méthodes-là. Très bien, très bien. Parce que ce serait intéressant également d'avoir le retour justement des challenges entrepreneurs pour savoir si cette semaine-là a porté ses fruits en termes de, on va dire, de compétences, de créativité, etc. durant les challenges entreprendre, de voir un peu la différence avec et sans, entre guillemets, parce que c'est vrai que du coup, vu que maintenant, c'est plus forcément, parce que là, ça concerne plus 500 étudiants, du coup, ce qui est mis en place cette année. Oui, c'est ça, voilà. Maintenant, on le fait par petites touches dans certains programmes. D'accord. Il y a plus de programmes qui est un programme long. Et puis, dans le cadre de la chaire, parce que du coup, c'est ta question initiale de savoir ce qu'on avait monté, on a monté pas mal d'articles de vulgarisation aussi, pour, justement sur ces nouvelles méthodes pédagogiques, notamment le design fiction. Là, on a pas mal d'articles, et là, qui viennent toucher un peu au monde de la recherche, puisqu'on publie ces méthodes-là. D'accord. Et puis, on a créé au sein de l'école un Creative Design Lab Center, qui est un lieu qui était dédié au pré-prototypage, je vais le dire comme ça, mais en tout cas c'est du matériel, vidéo, son, des drones, des outils numériques pour pouvoir pré-prototyper, qui venaient en
en lien avec le Fab Lab, donc dans l'étape juste préalable. D'accord. On commence à designer, donc on travaille du coup avec les gens de la majeure avec cet espace-là, qui leur permet de développer plus rapidement leurs produits et leurs services. D'accord. Et ça, actuellement, c'est encore disponible? Il est disponible, il est mis à l'incubateur maintenant. Il y avait une salle dédiée, puis là on l'a passé cette année à l'incubateur, parce qu'ils sont en libre service et libre accès qui est à l'étage à l'incubateur. D'accord, donc il y a un service de prêt finalement dans... Il y a du prêt, il y a des ordinateurs sur place, il y a de la méthodologie, il y a les livres qui vont avec. Matériel vidéo, des choses comme ça aussi, ou pas forcément? Il y a des drones, des caméras, il y a des fonds verts, il y a des lumières, il y a besoin un jour. Il y a beaucoup de matériel là-bas. Tu vois, c'est marrant, je découvre plein de choses en faisant ce podcast, c'est ça que j'adore aussi. On a financé grâce au CFA, comme ça je rends un petit hommage en passant, mais qui nous ont financé ce projet il y a quelques années. D'accord, super intéressant. Bah écoute, je crois qu'on a, en plus de ça, on peut ajouter qu'il y a également eu des MOOC qui ont été créés par rapport à finalement, oui, il y a eu le MOOC, je crois, alors c'était Digital Creative Thinking, c'est ça? Ouais, alors c'est un MOOC qui n'est pas encore sorti. Donc D'accord. pour l'instant, on a fait des extraits, on a fait des bouts en fait, mais il n'a pas été conçu comme un MOOC encore pour l'instant. Il est utilisé plutôt dans le cadre de SPOC, on va dire, de cours. Voilà. Okay. Mais effectivement, il y a un livre blanc qui est en fin de préparation et qui sort de cette préparation de MOOC. Donc il va peut-être sortir un MOOC, je ne sais pas encore. Ok. C'est encore en réflexion avec les entreprises partenaires. Non, mais ça fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que la question qui me vient comme ça, c'est pourquoi finalement c'est investi dans cette chaire et qu'est-ce que tu en retires toi? Enfin, si je pense aux personnes qui nous écoutent, peut-être des enseignants qui ont peut-être enseignants-chercheurs qui auraient des vocations peut-être à faire quelque chose d'innovant par rapport à la pédagogie, qui sont vraiment intéressés par ces problématiques-là. Est-ce que tu conseillerais déjà de passer par une chaire comme tu l'as fait, parce que toi ça t'a quand même peut-être aidé aussi à formaliser les choses, comme tu disais, c'est des choses que tu mettais en place, on va dire de ci de là entre guillemets, que tu as un petit peu fédéré dans une chaire. Mais est-ce que tu aurais déjà des conseils? Est-ce que tu conseillerais donc de faire sous cette forme-là? Et sinon, quels sont les enjeux auxquels tu as dû répondre, les difficultés qui se sont posées, etc. J'imagine qu'il y en a eu des tonnes. Oui, là, les premières chaires qu'on a montées, il n'y avait pas de cadre, donc c'était pas évident effectivement à monter. On a copié un peu le modèle des chaires de recherche sans être vraiment une chaire de recherche. Donc moi, je conseillerais déjà aux gens de faire une chaire d'enseignement et de recherche tout de suite et d'adosser les deux. Ça permet de pouvoir aussi publier sur les innovations pédagogiques. Et l'intérêt de la chaire, c'est d'avoir un espace, comme tu as dit, où on peut structurer les initiatives, d'avoir du vrai réseau, d'avoir des ressources, en fait, autant des ressources humaines parce qu'on peut organiser des choses et donc on attire et ça cristallise aussi un endroit où on peut travailler sur une thématique et un sujet. Et puis ça attire des moyens financiers puisqu'on a des entreprises partenaires dans le cadre de la chaire et ça permet d'avoir une liberté d'action. Les ressources permettent de pouvoir emmener des étudiants faire des choses, de faire des expos d'art numériques dans une école. C'est pas forcément évident d'amener ça si on n'a pas les moyens de le faire. D'accord, ok. Donc là tu conseillerais plutôt de partir sur une chaire d'enseignement et de recherche. Et le danger, ce serait pas justement que ce soit plutôt la partie recherche qui prenne le lead entre guillemets sur la partie enseignement? Enfin, je sais pas, parce que là du coup, tu avais bien dissocié le fait qu'il y ait le enseignement, c'était vraiment dissocié. Est-ce que c'est pas une force aussi ça? Après c'est un peu comment on oriente la chaire. C'est à la fois une qualité, tu as raison de le dire, parce qu'on est focus sur l'enseignement et l'innovation pédagogique, et en même temps c'est la faiblesse que ça rentre pas dans les cases habituelles d'une chaire qu'on connaît, des fonctionnements habituels, de tables rondes qu'on peut organiser sur le sujet. Et donc je pense que d'adosser les deux en conservant le mot enseignement en premier lieu et que la recherche vienne plutôt adosser les techniques, les modules pédagogiques et l'innovation pédagogique, je pense que là ça peut avoir du sens. Et effectivement de ne pas mettre un focus trop sur la recherche parce qu'après ça crée un biais assez fort effectivement dans ce qui est créé dans le cadre de la chaire. D'accord, ok. Et admettons, je suis enseignant-chercheur, je me dis super idée, j'ai plein de choses que je fais un peu à droite à gauche, je veux monter cette charge d'enseignement et de recherche du coup. Quels seraient les premiers pas? Enfin, qu'est-ce que concrètement je dois mettre en place? Admettons, t'es consultant, là, tu viens me donner des conseils. Qu'est-ce que je fais? C'est toujours très dur d'être consultant et de ne pas apprendre aux gens des trucs qu'ils savent déjà faire. Non, en fait, la chaire, elle prend une existence à partir du moment où on a un partenaire financier ou des partenaires financiers. Ouais. Donc en fait, l'enjeu, c'est plutôt ça au démarrage, c'est de trouver des gens que la thématique peut intéresser, où il y a un vrai gap pour les entreprises aussi en termes de pédagogie ou de montée en compétences. Donc il faut arriver à identifier ça. Donc là, c'est un travail aussi avec des partenaires. Ça se co-construit, donc c'est pas un projet qu'on sort hors sol. De toute façon, on ne fait plus d'entrepreneuriat comme ça, donc on construit au fil de l'eau, chemin faisant. Technique d'effectuation, et du coup c'est en faisant qu'on monte ça. Il faut trouver des partenaires qui seraient intéressés par la thématique, et puis tout doucement on monte avec eux leurs besoins aussi pour leurs collaborateurs, pour leurs futurs collaborateurs, donc ça vient toucher des étudiants, et puis il faut que ce soit en lien quand même avec la couleur, je pense, assez forte de l'école. Donc il y a quand même un vrai engagement aussi de l'école. Moi j'ai eu la chance que le sujet intéressait l'école, que la direction a poussé, soutenu, que la créativité et l'hybridité était un sujet.
Et je pense que sans ça, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas souvent dans les initiatives. Monter une semaine de la créativité, avoir des salles pour 150 étudiants, mettre des trucs d'expo d'art, ça pose plein de questions de sécurité, d'organisation, de moyens internes, etc. Il faut être soutenu par sa direction, sinon ça ne fonctionne pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, ces actions-là, tu les as évaluées auprès des étudiants aussi pour justement pouvoir avoir du poids, de dire voilà que ça compte, etc. Est-ce qu'il y a eu des choses, je pense notamment à la semaine de la créativité par exemple, est-ce que c'était très bien perçu justement? Alors on a tout évalué au fil de l'eau, ça nous permet derrière de faire ça, qui nous permet de faire des articles de recherche derrière, c'est qu'on a la data, et ça nous a permis de voir en fait si ça intéressait les étudiants, s'ils étaient considérés qu'ils étaient montés, c'est des perceptions évidemment, mais qu'ils étaient montés dans ces domaines-là. Est-ce que ça ouvrait des portes pour eux en termes de thématiques intellectuelles, est-ce que dans notre cas la créativité, est-ce que ça permettait de résoudre des problèmes différemment, trouver des techniques, d'apprendre des méthodes, donc on a évalué tout ça évidemment, et si on n'avait pas eu les résultats, on aurait changé les programmes, on aurait fait des nouveaux. Et ça change aussi nos méthodes à nous pédagogiques, c'est peut-être le point le plus intéressant, c'est que c'est aussi des laboratoires de faire des programmes comme ça, alors pas forcément par une chaire, mais en tout cas de nouvelles expérimentations, parce que ça nous permet de monter nous, profs en compétences, on est une équipe interdisciplinaire, donc on s'est imposé depuis maintenant pratiquement 15 ans à bosser ensemble, avec le regard de chacun et le respect du regard de chacun, et en fait on est tous montés dans les disciplines des autres en compétences, c'est-à-dire que ça nous a aussi appris à intégrer les notions de design, ou m'intéresser plus aux utilisateurs ou à mes étudiants. Quand je commence à monter un cours, à m'intéresser plus à la techno et à tous ces sujets qui sont plus éloignés de mon métier de tous les jours. Et c'est ça qui est aussi intéressant, d'expérimenter avec d'autres. Tu as pu d'ailleurs publier aussi peut-être grâce à cette chaire en étant en lien avec des enseignants-chercheurs de différents domaines, c'est ça un petit peu ça t'a mis en lien avec des personnes que tu n'aurais pas forcément côtoyées. Tout à fait, et puis on apprend plein de méthodes pédagogiques, je prends un exemple assez simple, mais avec des profs dans des écoles de design, ils n'enseignent pas de la même manière que nous, ils ont plein d'enseignements où c'est des discussions avec leurs étudiants, ce qu'on fait assez peu, beaucoup de réflexivité, qu'on prend très peu le temps de le faire, des modes d'évaluation originaux où ils vont exposer des projets de fin d'études qui sont beaucoup plus importants, avec une importance vraiment donnée à ça que l'évaluation au fil de l'eau, ce qui fait d'ailleurs que dans la majeure idée, on évalue ça avec un projet présenté devant du grand public dans un lieu central, un centre culturel. Les étudiants montrent un projet d'exposition de leur projet entrepreneurial. Donc c'est une modalité qui est originale mais qui est plus efficace puisqu'on va confronter au grand public l'idée entrepreneuriale. Voilà, au lieu de la garder dans une chambre ou dans un jury de 2 personnes qu'on n'est pas plus connaisseurs que le grand public sur un sujet nouveau. Et qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais refaire cette chaire aujourd'hui? Différemment, je pense que plus rapidement je travaillerai avec peut-être plus de collègues, de mettre plus de gens dans la boucle et de la laisser plus vivre librement, c'est-à-dire en gros d'en faire un espèce de réceptacle sur la thématique aussi d'initiative des autres, où là c'est pas ce qui a vraiment été fait, tout était un peu des projets déjà un peu lancés, donc déjà un peu à la main. Et un peu séparer les projets uns des autres, et puis travailler avec un écosystème choisi à chaque fois. Et donc là je pense que je laisserai plus la chaire, ce qui va d'ailleurs, c'est ce qui va se transformer dans les mois à venir. D'accord. C'est d'essayer d'autres gens prendre ce véhicule-là et en faire aussi un peu ce qu'ils ont envie. Super intéressant, c'est un message aussi pour tous les enseignants ici IMTBS et TSP du coup, parce que c'est partagé entre les deux finalement. Ok, très bien. Parce que là, aujourd'hui, donc, on a une habilitation, c'est ça, il y a un certain nombre d'années pour une chaire qu'on doit ensuite réhabiliter à nouveau, c'est ça le principe? C'est toujours la même question, c'est que la chaire existe que si elle a des financements. Donc en fait, les financements souvent signés, en tout cas avec la fondation, sur 3 ans, en tout cas les financements structurels, parce qu'on a un financement structurel à Davidson Consulting, qu'on a déjà renouvelé, donc ça c'est tous les 3 ans, et puis après on a d'autres financements qui sont ponctuels avec des partenaires par projet, où là c'est un des conseils que je peux donner, mais c'est de ne pas miser forcément que sur l'enseignement, c'est un peu différent de la recherche, donc pas avoir que des financements globaux, mais penser un peu au mode tiroir des options à la vente d'un véhicule. On rajoute des options comme ça. Donc en fait, c'est partenaires qui viennent sur un module particulier qui les intéresse eux. D'accord. Ce qui permet du coup d'avoir des financements un peu diversifiés. Alors quel intérêt justement, parce que donc tu nous parles d'entreprises, de partenaires, quel est l'intérêt pour eux de venir s'adosser à des projets de la chaire? Est-ce que tu as un petit peu, si tu devais faire ton commercial, que tu as sans doute d'ailleurs fait en... Qu'il faut malheureusement un peu faire, mais non mais c'est très sympa d'ailleurs, c'est comme ça qu'on construit avec eux. Il y a plein d'aspects, il y a ça leur permet déjà de faire du recrutement, parce qu'ils commencent ils sont en contact avec des étudiants, donc ça c'est intéressant pour eux. 2, ça permet de réfléchir à une thématique dont ils ont souvent besoin en interne, mais ils n'ont pas le temps d'y réfléchir, donc ça permet de les embarquer avec ça, et donc de leur transmettre aussi du savoir, de leur faire de la veille, de la curation pour eux.
Ça permet à leurs managers, si c'est comme ça qu'on construit par exemple les défis, de venir se confronter à une nouvelle génération qui fonctionne un peu différemment peut-être parfois, et en tout cas d'observer leurs nouvelles pratiques, leurs nouveaux outils, nouvelles façons de faire, et donc de ramener ça pour eux dans l'entreprise. Ça, je pense intéressant pour leur développement. Et puis après, il y a tout un enjeu qui est de transmettre à leurs propres collaborateurs, donc les modules pédagogiques, de les rendre actionnables pour eux, d'aller aussi faire de la vulgarisation, donc faire des conférences parfois, participer à des événements qu'ils organisent. Et là, il faut donner aussi un peu de soi parfois pour que ça puisse leur servir en interne. D'accord, super. Et du coup, peut-être que les personnes qui participaient, je sais pas, la semaine de la créativité venaient aussi faire des cours dans le master. Enfin, il y avait sans doute un écosystème autour de... Il y a des porosités qui se passent, bien sûr. Super. Et quand tu parles de tickets, ça veut dire que les entreprises pouvaient dire, voilà, nous, on va s'investir sur cette action-là, pas forcément sur l'autre, etc. Donc, c'était un système variable comme ça qui était mis en place. Ouais, donc il faut toujours un partenaire, ou des partenaires qui sont clés là sur les 3 ans pour créer vraiment la chaire, sinon après ça devient que des petits bouts de sujets financés. Ouais. Okay. Donc là c'est plutôt sur l'intention de la chaire au global, et puis après on peut sortir quelques projets comme par exemple les défis. On travaille avec une entreprise partenaire spécifique sur sa problématique, et on fait travailler un groupe d'étudiants dessus, ce que d'autres gens font dans l'école. Il y a des choses très bien qui se passent à YesLab, plein d'autres endroits. D'accord. Et qui étaient du coup les partenaires les plus peut-être connus du grand public entre guillemets dans les entreprises? Ouais, il y en a eu plein dans l'histoire, mais on a eu des Accenture, SPICS, on a eu Bouygues, on a eu MC2I, on a eu beaucoup de partenaires de l'école qui ont participé. On a eu les Bouillons, Pigalle, Bastille par exemple, on a travaillé avec les étudiants sur la restauration. D'accord. J'en oublie plein, l'Inagora qui est un partenaire historique. La liste est très très longue. Et juste par curiosité, après peut-être que c'est pas des choses qu'on peut donner comme ça publiquement, mais est-ce que tu peux nous parler du ticket d'entrée entre guillemets pour être partenaire, voilà, même s'il y a peut-être plusieurs niveaux d'entrée, mais globalement si une entreprise veut s'investir dans ce genre de choses, voilà, quel est l'investissement? Je parle évidemment sous le contrôle de l'équipe développement de l'école, mais non, là sur la chaire, on avait fixé avec la fondation un ticket annuel pour un partenaire donc structurel à 50 000 euros. Donc sur 3 ans, donc ça fait 150 000 euros du coup d'engagement. Très bien. Donc évidemment en donation, donc avec une déduction d'impôt pour les entreprises. Donc finalement ça leur revient pas très très cher au final, mais ça aide vraiment à développer la pédagogie. Et puis après sur la partie module défi, c'est un peu plus variable, mais voilà, un défi où on passe du temps dans l'entreprise avec les étudiants, il faut le préparer, il faut payer aussi des gens qui accompagnent les projets en plus. Donc c'est quand même un coût aussi pour l'école, c'est autour de 15 000 euros. D'accord. C'est un peu variable selon l'entreprise, évidemment. Ça dépend aussi de l'engagement de l'entreprise, s'ils font des cours par ailleurs. Voilà. Il y a plein de... Ok, ouais. C'est vrai qu'on peut le voir de différentes manières, parce que bon, à la fois, c'est vrai qu'ils vont investir de manière monétaire, ils vont investir également en temps, mais en même temps, comme tu le dis, ça leur fait presque une formation aussi. Voilà, donc c'est... Voilà, effectivement, on peut défendre la chose de différents points de vue. Ok, en tout cas, c'est intéressant, même pour les entreprises qui voudraient éventuellement rentrer dans ce genre d'aventure, de savoir comment ça se finance, etc., les tickets d'entrée, etc., quoi. Ok, bah super. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit là? Je ne sais pas s'il faut monter forcément tout le temps des chaires, mais en tout cas, il faut faire l'innovation pédagogique. C'est quand même cool pour les profs, permettre d'apprendre, travailler avec d'autres, travailler avec d'autres services, dont le tien. On peut faire plein de choses maintenant, donc il faut en profiter d'avoir cette chance-là sur le campus. Et je crois que c'est en expérimentant, déjà on sent du moins dans notre travail, et par ailleurs pour les étudiants, c'est assez intéressant, parce qu'on peut leur expliquer des expérimentations. Et ils sont assez favorables à co-construire aussi avec nous, donc il faut en profiter. Ok, super. Et juste pour terminer cet épisode, donc comment on voit la suite finalement par rapport à cette chaire-là? La chaire, on va plutôt essayer de la préserver. D'accord. Et de continuer en la faisant un peu évoluer. C'est intéressant de pouvoir comme on arrive là à la fin du contrat. D'accord. En fin d'année, on va pouvoir la réinventer un peu, on va faire la bouger. Donc là, il y a à nouveau d'autres enjeux qui commencent à rentrer, comme ce nouveau master autour de l'entrepreneuriat engagé, qui est une problématique qui n'est pas très traitée. Okay. Donc, je pense qu'on va intégrer ça, l'ouvrir à la recherche un peu plus. Et donc, il y a plein de nouvelles perspectives qui vont arriver. Et tu nouveau financement aussi par ailleurs, donc on va continuer de la et là, tu cherches des personnes pour des partenaires là, on a déjà une équipe qui s'investit, des nouveaux projets qui sont en train d'arriver, donc avec de nouvelles personnes qui s'investissent, donc ça c'est chouette, des propositions en fait de gens qui sont venus naturellement. D'accord. Et puis il y a on a quelques discussions avec le CNRS sur des grands projets autour de l'industrie culturelle et créative par exemple, où il y a des vrais enjeux aujourd'hui, avec lesquels on va peut-être monter des projets. Et puis on a les entreprises qui veulent continuer avec nous, donc on va essayer de travailler avec eux. Ok, génial. Bah écoute, merci Flavien. Alors c'est vrai que moi je découvre un peu ce domaine des chaires d'enseignement, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas, donc tu m'en as appris beaucoup. Mais je trouvais que c'était important déjà d'en parler, parce que c'est vrai qu'on
on n'est pas toujours au courant de ce qu'ont fait les collègues, surtout quand on est jeune, enfin récemment arrivé comme moi, on peut dire je suis arrivé depuis très longtemps à IMTBS, mais voilà, donc effectivement c'est impressionnant de voir tout ce qui a été fait. Donc déjà bravo pour ça, hein, Flavien, parce que c'est vrai que c'est vraiment du boulot. Je suis content de voir que ça se poursuit également. On verra sous quelle forme ça va se poursuivre. Mais voilà, merci encore pour ton témoignage, et je pense que ça pourra inspirer peut-être aussi d'autres collègues, pourquoi pas même d'autres écoles, hein, qui souhaitent monter ce genre de choses. Hein. Donc, tu l'as bien dit, hein, plutôt cher enseignement et recherche, c'est plutôt ce que tu conseilles aujourd'hui. Mais voilà, écoute, je te propose de conclure tranquillement, sauf si tu avais peut-être une dernière chose à ajouter. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi Fabien, et puis à très bientôt pour tous les auditeurs du Pédago Flash d'IMTBS.